à titre personnel, je suis un jeune homme de 32 ans, m'inquiète au plus haut point, surtout quand on aime justement regarder les revenants de l'histoire, c'est l'OTAN. C'est notre appartenance à l'OTAN, Sarkozy s'étant pressé de nous remettre au gouvernement. Et il y a ce sujet de l'Iran qui est très peu évoqué dans les médias, si ce n'est pour dire que les Iraniens sont les méchants de l'histoire et qu'il faut absolument les abattre et soutenir les Israéliens, sans nous expliquer que derrière, nous avons les Chinois, qui sont des puissances nucléaires, qui soutiennent l'Iran. Je voudrais bien connaître votre analyse sur les risques qu'il peut y avoir et comment les désamorcer. Alors c'est effectivement une question d'une extrême importance, je suis d'accord avec vous. De Gaulle avait dit à Perfit, qui le rapporte dans le livre C'était de Gaulle, que lorsque le communisme s'effondrera, disait-il, l'Alliance Atlantique s'effondrera également. Ce qui prouve que de Gaulle, qui pourtant était en général un grand stratège, n'avait pas vu exactement ce qui allait se produire. C'est-à-dire que le pacte de Varsovie s'est en effet effondré, mais l'OTAN, au lieu de s'effondrer, non seulement ne s'est pas effondré, mais s'est renforcé, puisque les Américains ont demandé, exigé et obtenu que toutes les démocraties populaires entrent dans l'OTAN dans un premier temps, avant d'entrer dans l'Union européenne, puisque c'est eux qui décident de tout. C'est ce que je disais précédemment. Et donc, l'OTAN est devenue désormais une entreprise d'hégémonie militaire qui est le schéma d'ensemble. Vous savez, je dis dans ma conférence sur l'histoire de France, je cite c'est une citation, une belle citation du philosophe allemand Hegel, dans les principes de la philosophie du droit, qui dit la chouette de Minerve prend son vol à la tombée de la nuit. C'était Minerve ou Athéna étant la déesse de l'intelligence et de la sagesse, et la chouette étant un oiseau de nuit. Donc ce que voulait dire Hegel par là, c'est que la tombée de la nuit, c'est lorsque le jour s'est passé qu'on comprend ce qui s'est passé pendant la journée. C'est après coup que l'on comprend les événements. C'est pas avant coup, c'est rarement avant coup. Voilà. Donc maintenant, c'est progressivement qu'on commence à bien comprendre quel est le schéma d'ensemble de la construction européenne. Dans les années 50, on a pu faire illusion, on a pu faire croire aux gens que c'était une espèce d'ouverture générale sur l'étranger, qui avait d'ailleurs des atouts. Enfin, je sais que je suis allé en Allemagne, dans des familles allemandes, j'étais très content d'y aller. C'était la raison pour laquelle, quand j'étais étudiant à HEC, j'avais voté pour la liste de Madame Veil de l'UDF aux premières élections européennes. J'étais tout à fait pour l'Europe. Mais c'est petit à petit que l'on commence à voir le schéma d'ensemble apparaître. Et le schéma d'ensemble, c'est quoi? C'est qu'il s'agit d'une entreprise de colonisation. On est face à une colonisation. Et avec une face politique qui est l'Union européenne et une face militaire qui est l'OTAN. Ce sont les deux faces de la même médaille. Et les Américains ont le souci de faire à peu près coïncider les deux périmètres. Ils ne peuvent pas tout à fait, parce qu'il y a des pays comme la Suède ou l'Autriche, qui sont des pays qui ont déclaré leur neutralité, donc ils ne sont pas dans l'OTAN, mais qui sont dans l'Union européenne, c'est un peu des détails. Mais en revanche, ce qui n'est pas un détail, c'est l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, puisque l'entrée de la Turquie est un membre absolument essentiel de l'OTAN, puisque c'est le flanc sud géopolitique de la Russie et le flanc nord qui supervise la Mésopotamie, qui surveille le Moyen-Orient, qui surveille les ressources en hydrocarbures, qui surveille Israël. Et donc, les États-Unis veulent faire coïncider les deux. Alors, c'est la raison pour laquelle il y a une logique profonde, quand on est dans l'Union européenne, à être aussi dans l'OTAN et dans le commandement militaire intégré. La France était sortie du commandement militaire intégré, De Gaulle avait fait sortir la France du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966, mais c'était au même moment que De Gaulle avait fait la prise de la chaise vide pour bloquer les évolutions d'une Europe fédérale. Mais maintenant qu'on a accepté que nos présidents successifs, Pompidou surtout, et puis surtout Giscard, Mitterrand, Chirac, ont accepté que l'Europe se transforme de plus en plus en une Europe fédérale conforme au schéma voulu par les États-Unis, il est normal qu'on soit finalement amené à réintégrer le commandement militaire intégré de l'OTAN. Donc moi, personnellement, je trouve que la décision de Sarkozy d'avoir réintégré le commandement militaire intégré de l'OTAN est une décision que, certes, je n'approuve pas, bien entendu, mais qui a la logique pour elle, puisque ça découle de notre appartenance à l'Union européenne. En d'autres termes, il y a deux logiques.
soit on est dans l'Union européenne et donc dans l'OTAN et le commandement militaire intégré, soit on sort de l'Union européenne et donc on sort de l'OTAN. C'est d'ailleurs ce que nous proposons. Et je suis le seul, sur l'ensemble de la scène politique française, à proposer ce qui est absolument nécessaire pour que la France redevienne un pays libre et souverain, c'est sortir de l'Union européenne et sortir de l'OTAN. Alors par ailleurs, l'OTAN, effectivement, devient une entreprise de plus en plus agressive, et d'un seul coup, les Français, à qui pendant des décennies on a expliqué que l'Europe c'est la paix, sont en train de découvrir progressivement que l'Europe, en fait, nous conduit vers la guerre. L'Europe nous conduit vers une guerre néocoloniale avec des processus d'appropriation des matières premières. Donc c'est ce qui se passe en Libye, c'est ce qui se passe. Il s'agit de remodeler l'ensemble du Moyen-Orient à la volonté des pays de l'OTAN. Nous sommes présents en Afghanistan où l'armée française participe avec d'autres à des opérations qui provoquent ce que l'on appelle de façon scandaleuse, à mon avis, des bavures. C'est pas le vrai nom. En bon français, c'est pas bavure qu'il faut dire, c'est crime de guerre. Il y a les crimes de guerre continuels qui sont... Pourquoi sommes-nous, pourquoi avons-nous 4000 soldats en Afghanistan? Qu'est-ce que les Afghans, qu'est-ce que les femmes afghanes, les bébés afghans, les enfants afghans qui meurent sous nos bombes nous ont fait? Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer dans cette salle? Et c'est le déshonneur total de la gauche française que je souligne ici au passage, parce que la gauche avait quand même une tradition de pacifistes qui remontait à loin, au moins à Jaurès et même avant, et la gauche française a complètement déserté cette affaire-là, puisque la gauche française a complètement otanisée et européanisée, bien entendu, il n'y a aucune différence, et donc en réalité, il n'y a plus cette voix de la France qui devrait dire arrêtons. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous proposons, et depuis longtemps, nous exigeons le retrait immédiat de la France d'Afghanistan. Nous n'avons rien à faire. Nous sommes présents en Afghanistan, comme vous le savez. La justification théorique de notre présence en Afghanistan, ce sont les attentats du 11 septembre à New York, et le fait que le commanditaire présumé, selon la version officielle de ces événements, était M. Ben Laden, qui était réfugié dans une grotte de Tora Bora en Afghanistan. Voilà. C'est pour ça qu'on a 4000 soldats en Afghanistan. C'est quand même le fait. Donc voilà. Alors pour répondre à votre question sur l'Iran, je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est quand même très très inquiétant. La France est complètement maintenant alignée. La France est complètement alignée maintenant sur un camp parmi l'autre, contre l'autre, alors que la vocation de la France normalement devrait être d'essayer de parvenir à un dialogue entre les parties prenantes et faire prévaloir avant toute autre chose, tout simplement le bon sens même, c'est-à-dire la paix du monde. Or actuellement, il y a effectivement une rhétorique extrêmement guerrière qui est lancée, du camp occidental d'ailleurs, contre l'Iran. Alors effectivement, on soupçonne l'Iran d'avoir un programme de fabrication de bombes nucléaires. Je suis un peu surpris, moi, que personne ne s'interroge sur le fait que les pays qui le soupçonnent ont tous l'arme nucléaire. Non, mais je ne comprends pas très bien, moi. Enfin, je veux dire, il y a quand même il y a un vrai problème en ce moment dans le monde, c'est le problème du double standard. C'est le problème du deux poids, deux mesures. Il ne peut pas y avoir de justice et de paix dans le monde si l'on applique systématiquement dans tous les sujets un système de double standard et de deux poids, deux mesures. Lorsque les États-Unis ont décidé de faire la guerre à l'Irak, ils ont dit que l'Irak possédait des armes de destruction massive. Quand bien même c'était vrai, il ne faut quand même pas oublier que les États-Unis sont les premiers possesseurs d'armes de destruction massive. Et en plus de ça, il s'est révélé que c'était totalement mensonger. Donc on a eu affaire à une guerre illégale, parce que la France y a fait obstacle. Vous savez qu'il n'y a de guerre légale dans le monde contemporain, sous l'empire du droit international positif, qu'à la seule condition qu'elles aient été autorisées par le Conseil de sécurité des Nations Unies en vertu du chapitre 7 de la charte de l'ONU. Ça n'a pas été le cas, puisque la France, il n'y a pas eu veto, mais la France a bloqué le jeu en 2003, donc les États-Unis, avec d'ailleurs une écrasante majorité des pays européens, ont déclaré la guerre à l'Irak, non pas déclaré la guerre, ont fait la guerre à l'Irak, au motif qu'ils avaient des armes de destruction massive. En fait, 6 mois après, ils ont reconnu qu'il n'y avait pas eu d'armes de destruction massive, et le seul qui en avait, c'était l'agresseur.
ça devrait quand même poser une constante. Si le monde occidental a apporté quand même un progrès dans l'histoire de l'humanité, c'est justement en matière de conscience et en matière d'être capable de se remettre en cause. La grandeur de l'Occident, peut-être par rapport à toutes les civilisations du monde entier, ça a été la grandeur de savoir se remettre en cause. C'est ça la grandeur de l'Occident. Par rapport à toutes les sociétés traditionnelles des autres pays, des autres civilisations du monde, on ne remettait pas en cause l'État. La grandeur de l'Occident, c'est la révolution copernico-galiléenne, comme on a dit, c'est-à-dire à partir du moment où on découvrait des faits scientifiques qui démontraient qu'il était impossible que la Terre soit au centre de l'univers et que c'était forcément la Terre qui tournait autour du Soleil et non pas l'inverse, ça remettait en cause le dogme de l'Église catholique, c'est que ceux qui se cachent derrière une éventuelle attaque de l'Iran, c'est pas seulement la Terre de l'armement nucléaire, c'est surtout la possession et l'accès aux hydrocarbures iraniens. Et naturellement, les Russes et les Chinois l'ont bien compris comme ça. Et comme nous avons probablement, bon, il y a des avis divergents, mais comme nous avons probablement passé la fameuse courbe, vous savez, sur les ressources en hydrocarbures de la planète, donc il y a un risque presque certain que plus on va avancer, plus les hydrocarbures deviendront rares, et on est dans un phénomène d'appropriation de ces réserves. Or, les Russes et les Chinois ne peuvent pas l'accepter. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs les Russes et les Chinois ont déjà fait obstacle à ce qui se passe en Syrie, puisque l'affaire syrienne, il y a beaucoup à dire sur la question syrienne. Je ne veux pas prendre ouvertement parti pour l'un ou parti pour l'autre, mais il y a certainement derrière les images que l'on nous montre à la télévision, il y a évidemment des arrière-pensées en matière géopolitique et en matière de théorie des dominos, le prochain étant ensuite l'Iran. Et tout ceci, effectivement, est d'autant plus inquiétant que nous nous trouvons dans une phase d'extrême vulnérabilité du système financier international, de montagne de dettes colossales, et dont nul ne sait comment s'en sortir. Bon, malheureusement, dans l'histoire de l'humanité, ce genre de situation s'est souvent traduite par une bonne guerre, comme on dit, qui permettait de remettre les compteurs à zéro. Donc,